Bonjour et bienvenue dans la suite de la psychologie bouddhiste. On va essayer de continuer notre série. Après avoir vu pas mal de choses, on a essayé de présenter la typologie épistémologique avec les différents types de cognition. On a essayé de voir une distinction fondamentale entre la perception et la conception par rapport aux différents objets de ces cognitions. On a essayé de voir aussi les réalisations implicites et les réalisations explicites. Et on a vu des divisions principales par rapport aux perceptions directes. On a commencé à voir les perceptions directes sensorielles. Maintenant, la deuxième, c'est la perception directe mentale. Donc, on va essayer de voir que la conscience mentale a la capacité d'appréhender des objets aussi. Pas nécessairement de manière conceptuelle, puisque les concepts, l'intellect, même si parfois c'est un peu mélangé avec la conscience mentale, c'est quand même différent. L'intellect advient au sein de la conscience mentale, mais intellect et mental sont quand même différents. Quand on dit mental, en fait, ça revient à dire esprit, conscience. Quand on parle de la conscience mentale, ça parle de la sixième conscience. En plus des 5 consciences sensorielles, il y a aussi une conscience mentale. Et cette conscience mentale peut être soit conceptuelle, soit non conceptuelle. Donc, comme on est dans les perceptions directes, on est dans les perceptions mentales non conceptuelles. Très bien. Donc, la définition donnée par Purvuchok dans son Lorik, il dit la définition d'une perception directe mentale est une hétérocognition. Donc il dit une hétérocognition pour la distinguer de l'autocognition, celle qui est tournée vers l'intérieur, qu'on verra prochainement. Donc pour distinguer cette autocognition qui est aussi une perception directe, mais qui appréhende une conscience elle-même en train d'appréhender un objet, pour la distinguer de celle-ci, on parle d'une hétérocognition, une cognition qui appréhende un autre objet, et donc qui est produite en dépendance de sa propre condition souveraine non commune, une faculté mentale, contrairement à ce que nous avions vu précédemment pour les perceptions directes sensorielles. On avait vu précédemment qu'elles étaient produites en dépendance de leur condition souveraine non commune, une faculté sensorielle. Donc là, il s'agit d'une faculté mentale pour faire la distinction entre perception directe sensorielle et la distinguer d'une perception directe mentale. C'est la faculté elle-même qui fait la différence. Ce ne sont pas les objets, puisque une perception mentale directe peut appréhender une forme exactement comme une conscience visuelle, etc. Donc c'est bien la faculté qui fait la différence. Donc elle est produite en dépendance de sa propre condition souveraine non commune, une faculté mentale, et elle est libre de conceptualisation et non erronée, puisqu'elle doit correspondre à une perception directe. Donc ce qui lui donne son statut de perception directe, c'est le point numéro 2. Elle est libre de conceptualisation et non erronée. C'est une cognition qui est libre de conceptualisation et non erronée. Et ce qui lui donne son statut de perception directe mentale, c'est qu'elle est produite en dépendance de sa propre condition souveraine non commune, une faculté mentale. Et ce qu'on ajoute ici, comme on l'a dit, c'est une hétérocognition puisqu'elle appréhende un objet à l'extérieur. Ok, puisqu'on est toujours chez les Sautrantika qui suivent le raisonnement. Donc il y a des perceptions directes mentales qui sont indiquées, celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion. Et à ce moment-là, on va parler des types de clairvoyance, différents types de clairvoyance qui sont mentionnés dans les textes. On va en parler juste d'une, celle qui observe l'esprit d'autrui, donc c'est le pouvoir de connaître l'esprit d'autrui, donc c'est une perception mentale directe, et elle n'est pas indiquée en cette occasion. Qu'est-ce que ça veut dire indiquer en cette occasion? C'est quand on parle dans les écritures, dans les sutras, à un moment donné, on dit celles qui sont indiquées en cette occasion, ce sont celles qui dépendent de l'œil et celles qui dépendent du mental. Alors que celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion, elles sont mentionnées ailleurs, elles sont mentionnées dans les différents types de facultés opérées par l'esprit quand on a obtenu un certain niveau de concentration. Donc on va
parler de celles qui sont indiquées en cette occasion, puisque c'est celles qui nous intéressent maintenant. Donc, comme on l'a dit, c'est celles qui sont mentionnées dans les sutras, quand on voit celles qui dépendent de l'œil, de la faculté sensorielle visuelle, et celles qui dépendent du mental, donc de la condition souveraine non commune qui est mentale. Donc, c'est celles-ci qui nous intéressent pour l'instant, celles qui dépendent du mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on revient à ce qu'on avait dit par rapport à une perception visuelle, pour voir quelles sont les conditions qui permettent de générer cette perception visuelle, on avait vu qu'il y avait d'abord la condition objectale, l'objet lui-même. Il faut un objet pour qu'on puisse percevoir cet objet. Ensuite, on avait parlé de conditions souveraines, ou conditions souveraines non communes. Pour la conscience visuelle, ça va être la faculté visuelle. Et on avait dit qu'il fallait une condition antécédente, l'instant de conscience immédiatement antérieur, puisque la conscience n'est pas un phénomène physique, il ne s'inscrit pas dans des dimensions spatiales, mais dans des dimensions temporelles. Et donc, ça veut dire qu'un instant de conscience engendre un autre instant de conscience, qui engendre un autre instant de conscience, etc. Donc, si on veut obtenir une perception visuelle, il faut que cette perception visuelle qui est un effet, elle soit générée en dépendance de conditions immédiatement précédentes. Et donc, en particulier, la condition antécédente, c'est sa cause substantielle. C'est un instant de conscience dont l'entité même va se transformer pour donner la perception visuelle, ici en l'occurrence. Donc, on a besoin de ces trois conditions pour avoir cet effet. Et pour, qui sera dans ce cas-là une perception visuelle, mais pour une perception mentale directe, à ce moment-là, la condition souveraine, c'est une faculté mentale. Ça ne peut pas être une faculté physique. Donc c'est ça qui fait la différence, comme on l'a dit tout à l'heure, entre une perception sensorielle et une perception mentale. La perception sensorielle naît en dépendance d'une condition souveraine physique, alors qu'une perception mentale naît en dépendance d'une condition souveraine mentale. C'est ça qui fait la différence. Donc si on s'intéresse à cette condition souveraine non commune, quand on dit qu'ils dépendent du mental, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Le mental. Manas en sanskrit. Et donc le mental est équivalent à la conscience et équivalent à l'esprit. Donc en fait, ce sont des équivalents. C'est pourquoi il est assez inapproprié de résumer le mental à l'intellect, puisque l'intellect, la conception, est une partie du mental, ou de la conscience, ou de l'esprit. Et ça advient au sein de la conscience mentale. Pas de n'importe quel mental, mais de la conscience mentale. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que cette condition souveraine qui permet une perception mentale directe d'une fleur, par exemple, cette condition souveraine, c'est n'importe quel instant de conscience qui précède. Et donc, ça peut être un instant de conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile. Ça peut être l'une des consciences sensorielles, un instant de conscience sensorielle, ou ça peut être aussi un instant de conscience mentale, immédiatement antérieure. Ça peut être une conscience conceptuelle, qui peut servir donc de condition souveraine non commune à cette perception directe d'une fleur. Très bien. Et donc, à ce moment-là, nous avons une perception mentale. Et donc, cette perception mentale, elle est décrite comme étant un instant infinitésimal qui suit un continuum de perception sensorielle. Dans la tradition Gelugpa, en général, c'est cette version-là qu'on accepte. Mais il peut y avoir d'autres possibilités. Dans Connaître l'esprit de Lati Rinpoche, vous pourrez voir à partir des pages 86-87 qu'il y a différentes mentions, en fait, différentes versions. Il y a trois versions, en fait. On considère soit que c'est un moment de perception mentale infinitésimale qui suit un continuum de perception sensorielle, soit c'est une production alternée, avec un instant de perception sensorielle suivi par un instant de perception mentale directe,
suivi par un autre instant de perception sensorielle, etc. Ou ça peut être coémergent, dans le sens où on aurait un continuum de perception visuelle, par exemple, avec son autocognition, et en même temps une perception mentale. Donc ce serait 3 lignes qui seraient parallèles. Donc il y a différents maîtres qui sont les détenteurs de ces vues-là, d'après Sakya Pandita. Mais en général, dans la tradition Gelugpa, c'est surtout la première version qu'on accepte, le fait que ce soit un instant infinitésimal de perception mentale directe qui suit immédiatement une continuité de perception sensorielle. Et donc, il y a des raisons pour cela. On pourrait avancer que c'est ce moment charnière qui permet ensuite de conceptualiser. On perçoit une mangue, par exemple, on perçoit visuellement une mangue, ensuite on a un moment de perception mentale directe, et grâce à cette charnière, on pourrait ensuite conceptualiser. Tiens, c'est une mangue, tiens, elle est jolie, etc. Tiens, elle sent bon, etc. C'est une façon de dire pourquoi nous avons besoin de cette perception mentale directe. Mais on va y revenir après. Pour l'instant, on va essayer de voir que, comme on l'a dit, n'importe quel événement mental a nécessairement besoin d'une condition antécédente, un instant de conscience immédiatement antérieur, qui va être en fait la cause substantielle de cet événement mental. Le souci, c'est que la condition souveraine, elle aussi, doit être un instant de conscience immédiatement antérieur. Ça veut dire qu'on aurait 2 consciences qui existeraient en même temps, on aurait 2 continuités de conscience. Normalement, ce n'est pas accepté. Quand c'est un même type de conscience, normalement, il y a un seul continuum. On peut avoir différentes consciences en même temps. Par exemple, on peut voir et écouter en même temps. C'est possible. On peut avoir une conscience visuelle qui est accompagnée par une conscience auditive. Pourquoi pas? C'est possible. Mais on ne peut pas avoir 2 consciences visuelles en même temps. Un seul continuum de conscience visuelle. Et donc, pour la conscience mentale, c'est pareil. Et donc, ça veut dire que cet instant de conscience immédiatement antérieur, c'est une condition souveraine et c'est une condition antécédente. Eh bien oui, c'est exactement ça. Donc, on va dire que le même instant de conscience va porter 2 noms, en fait. On va dire que cet instant de conscience immédiatement antérieur va être une seule entité, ça veut dire que c'est un phénomène, il n'y a pas 2 continuums de conscience, il y en a un seul, mais en dépendance de la fonction qu'on va lui donner, on pourra lui donner 2 isolats, 2 différentiels, on peut dire, 2 désignations qui sont contradictoires, 2 entités, 2 identités, pardon. C'est une seule entité, mais il y aura 2 identités. On va dire que ce même instant de conscience, quand il sert de support pour la conscience mentale qui va survenir juste après, on va l'appeler condition souveraine. Et quand ce même instant de conscience va servir pour condition antécédente, va servir de cause substantielle de l'instant immédiatement ultérieur, à ce moment-là, on va lui donner l'identité de condition antécédente. Mais c'est la même entité, c'est le même instant de conscience qui va juste être différencié conceptuellement en fonction de 2 fonctions éventuelles. Très bien. Donc ça, vous retrouvez dans le livre de Lati Rinpoche, enfin, l'enseignement donné par Lati Rinpoche, Connaître l'esprit selon le bouddhisme tibétain, de très nombreux détails. Là, c'est juste une présentation assez générale. Et aussi, bien sûr, dans les 4 écoles, les 2 vérités selon les 4 écoles de Geshe George Dreyfus. Et on va retrouver justement un passage. Donc, merci beaucoup aux éditions Mariana pour leur aimable autorisation de citer les pages 86 et 87 des 2 vérités selon les 4 écoles, parce que je trouve que c'est extrêmement utile, c'est un passage clé dans ce texte. Donc, Geshe Dreyfus dit « Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a un aspect de la perception mentale qui est tout à fait admis sans problème.
c'est le genre de perception mentale qui résulte d'un développement méditatif, comme dans le cadre de perceptions extraordinaires. Donc, on a parlé tout à l'heure des clairvoyances, c'est ce cas-là. Donc, c'est le cas de perception mentale qui existe chez les êtres ordinaires. Ça veut dire que n'importe quel être ordinaire peut obtenir ces clairvoyances si il a développé suffisamment la concentration, shamatha. La concentration en un point permet de donner une telle stabilité à l'esprit qu'il y a certaines facultés inhabituelles qui peuvent être engendrées. Et aussi, la Télébotché parle de clairvoyance pour les personnes dans l'état intermédiaire, entre deux existences, quand on meurt et qu'on est dans un état intermédiaire avant de renaître. À ce moment-là, on a une clairvoyance karmique. Elle est due au pouvoir de nos karmas. Elle n'est pas due au pouvoir de la concentration en un point. Et donc il continue et dit, ce n'est donc pas un cadre de perception yogique. Les perceptions yogiques directes, on les verra plus tard. On verra que c'est aussi la conscience mentale qui réalise des objets, mais en dépendance d'une faculté souveraine non commune qui est l'union de la concentration et de la méditation analytique. Ce qui n'est pas le cas pour cette perception directe mentale ici. Donc il continue, en fait le problème est d'expliquer pourquoi Dignaga, donc le maître par excellence qui a instauré la logique bouddhiste et l'épistémologie, qui a été ensuite commentée par Acharya Dharmakirti. Donc, le problème est d'expliquer pourquoi Dignaga a parlé de perception mentale suivant les perceptions sensorielles. Donc, une perception mentale qui suivrait un continuum de perceptions sensorielles. La vraie explication, je crois, est donnée par Chandrakirti, car il y a en effet dans les Écritures des passages qui parlent de perception mentale des objets matériels. Comme on l'a vu tout à l'heure, indiqué en cette occasion. Donc, ils disent que la perception des objets, de la forme par exemple, est de deux sortes. Elle dépend de l'œil et elle dépend du mental. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, c'est celle qui nous occupe, celle qui dépend du mental. Très bien. La perception de la forme par le mental, donc ici par la conscience mentale, est le genre de passage des Écritures que Dignaga a essayé d'expliquer. Le problème est qu'il s'est enfermé dans une impasse en affirmant que la perception est non conceptuelle. Donc ça, on l'a déjà vu, on a vu que la définition d'une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. C'est en fait Chandrakirti qui explique ces passages des Écritures de la façon la plus convaincante, parce que pour lui, la perception n'est pas forcément non conceptuelle. Donc Chandrakirti, c'est le maître par excellence du Prasangika, le Prasangika Madhyamaka. Dans cette école philosophique, les perceptions directes ne sont pas nécessairement non conceptuelles. Ça, normalement, on le verra dans la nouvelle série sur la philosophie bouddhiste, le niveau 2, par rapport aux écoles philosophiques. On essaiera de décrypter un petit peu tout ça. Donc il continue pour Chandrakirti, la différence entre perception et ce qui n'est pas perception n'est pas une différence entre ce qui est conceptuel et ce qui ne l'est pas. C'est pas ça qui fait la différence pour lui. Vous vous rappelez que chez Dignaga, c'est-à-dire chez les Sautrantika qui suivent le raisonnement, l'école sur laquelle on s'est basé jusqu'à maintenant pour la philosophie bouddhiste et aussi pour la psychologie ici dans cette série, donc les Sautrantika qui suivent le raisonnement, pour eux, la perception est établie comme le genre de conscience qui n'est pas conception et ensuite qui n'est pas erroné. Donc on l'a dit, libre de conceptualisation et non erroné. Donc ils établissent la perception par la non-conceptualisation. C'est fondamental pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement. Donc cela est important pour eux car ils veulent prouver que perception exclut conception. Pourquoi ? Parce que si perception incluait conception, perception étant non erronée, on aurait alors des conceptions non erronées. Or, de quoi s'agirait-il là? De ce qu'est les Nyaya. L'école Nyaya, c'est l'une des écoles non bouddhistes à l'époque, avec lesquelles les bouddhistes débattaient pendant assez longtemps, surtout par rapport à la perception de la réalité, etc. Donc, on peut dire les Neyayika ou l'école Nyaya. Donc, c'est les logiciens, ceux qui tiennent compte de la logique. Et pour eux, il y a plusieurs catégories.
Il y a normalement 6 catégories, et en fait, tout ce qui existe réellement. Dès qu'il y a la moindre distinction conceptuelle, ce phénomène, distingué conceptuellement, existe réellement. Donc il y aurait un surplus d'existants en fait pour ces tenants. Et donc c'est ce qu'a voulu éviter Acharya Dharmakirti. Il a voulu instituer une forme de parcimonie ontologique. C'est ce que dit aussi Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality. Donc c'est une forme de parcimonie ontologique, ça veut dire qu'il défend les points de vue bouddhistes en disant non, tout ce qui est conceptualisé n'existe pas nécessairement d'une manière aussi solide et concrète que les phénomènes impermanents. Et donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu dans l'autre playlist par rapport aux vérités ultimes et vérités conventionnelles pour les Sotrantika qui suivent le raisonnement. Les vérités ultimes, c'est ça le concret, c'est du dur, c'est du concret, ce sont les briques, les véritables briques de l'univers, les phénomènes impermanents, les phénomènes particuliers, les phénomènes spécifiquement caractérisés. Alors que les phénomènes généralement caractérisés ou les généralités, puisque à ce moment-là, la distinction n'est pas faite. Si c'est une généralité, c'est nécessairement un phénomène généralement caractérisé dans ce contexte-là. Et donc, ces phénomènes généralement caractérisés sont des phénomènes conventionnels, des vérités conventionnelles, des phénomènes qui ont un statut ontologique inférieur. Et donc, ça, c'est le contexte du débat qui implique les Neyayika et les bouddhistes. Et donc, Geshe Dreyfus continue, il dit « Or, de quoi s'agirait-il là? De ce que les Nyaya appellent perception conceptuelle, la perception qui juge ceci est un micro, une perception qui détermine conceptuellement, une perception qui analyse d'un certain point de vue, qui conceptualise, une perception conceptuelle. » Et donc jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y avait un fossé immense entre ces deux univers, la conception et la perception. Et pour les Nyaya, en fait, il n'y a pas de scission fondamentale entre les deux. Pour les Nyaya, une perception visuelle peut très bien déterminer conceptuellement ceci est un micro. On détermine conceptuellement l'identité de ceci. Très bien. Il continue. Ceci est le particulier. Quand on dit ceci, c'est le particulier, le phénomène spécifiquement caractérisé. L'objet qu'on a devant nous qui existe véritablement. Et le micro est l'universel ou la généralité. Et donc ça, c'est une identité générale. C'est dû à une conceptualisation. Mais pour les Nyaya, ça existe véritablement, autant que le particulier, le phénomène spécifiquement caractérisé. On continue. Donc, si on admet le genre de perception conceptuelle qu'ont les Nyaya, on devrait admettre la réalité des universels. Et c'est cela que Dharmakirti veut éviter. Comme on l'a dit, il a cette parcimonie ontologique. Il ne veut pas accepter que les généralités, qui sont de ce point de vue-là assimilées aux généralités, aux phénomènes généralement caractérisés, aux phénomènes permanents, ou même aux généralités impermanentes, mais des généralités qui n'auraient pas un statut ontologique aussi solide que les instances, les phénomènes spécifiquement caractérisés. Et c'est cela que Dharmakirti veut éviter. Il veut nier la réalité des universels tout en gardant la réalité du micro ou la réalité du swalakshana, ceci. Quand on désigne un phénomène en particulier, ce phénomène existe par ses propres caractéristiques. C'est un swalakshana, un phénomène spécifiquement caractérisé. Et donc, en fait, c'est bien sûr cet objet, si on désigne un micro, parce que dans l'enseignement de Geshe Dreyfus, il a pris l'exemple d'un micro. On pourrait prendre une tasse ou autre chose. Quand on désigne quelque chose, on désigne bien un phénomène spécifiquement caractérisé, qui existe de manière, par ses propres caractéristiques, qui existe de manière concrète, qui est impermanent, etc. Et ensuite, quand on qualifie cet objet comme étant un micro, qu'est-ce qu'on sous-entend? On dit cet objet est une instance de la généralité micro. Et donc, pour Dharmakirti, c'est déjà un petit peu flottant quand on dit ça. Si on disait que la généralité micro existe autant, avait un statut ontologique égal à celui de ce qui peut être manipulé, de ce qui peut être touché, senti, utilisé.
Et donc lui, il veut nier la réalité des universels ou des généralités, tout en gardant la réalité du micro, ou la réalité du Swalakshana, ceci, cet objet-là qui est là devant nous. Donc ceci est réel, mais le micro en tant que concept général, donc la généralité micro, qui imprègne ce phénomène spécifiquement caractérisé, n'est pas réel. Et pour affirmer cela, Dharmakirti dit que la perception est uniquement non conceptuelle et que ce que les Nyaya croient être perception est une conception qui est déjà erronée parce qu'elle est conception. Donc c'est ça qu'on avait vu précédemment. On avait vu qu'une conception est nécessairement erronée. Pourquoi? C'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Et donc quel est l'objet apparent d'une conception? C'est un phénomène généralement caractérisé. C'est une généralité de sens qui donne l'apparence d'être l'objet en question, mais n'est pas cet objet. Donc c'est pourquoi c'est une cognition erronée. Alors qu'une perception est nécessairement non erronée. Une perception appréhende l'objet tel qu'il est. C'est une cognition ultime, c'est une conscience ultime pour les Sutrantika. La conception n'est pas une conscience ultime, elle est erronée. La perception est nécessairement non erronée. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que si la conception n'était pas erronée, à ce moment-là, tout ce qu'on conçoit aurait un statut ontologique égal à tout ce qu'on perçoit. Et ça, c'est ce que veut réfuter Dharmakirti. Donc, ce qui est réel, c'est ceci, cet objet-là qu'on a devant nous, et le concept général de micro n'est pas réel. La généralité, ou ici l'universel, n'est pas réel. Existe, mais n'a un statut inférieur au phénomène spécifiquement caractérisé. Et donc, c'est quelque chose qui est surajouté par la conscience conceptuelle. Et c'est pour cela que pour Dharmakirti et Dignaga, la perception est non conceptuelle. Donc, quand on dit ceci est un micro, ceci est une tasse, ceci est une fleur, etc., donc en fait, on inclut ceci dans une généralité. Et donc, la généralité, elle est conceptualisée. Elle n'est pas perçue avec nos yeux d'un certain point de vue. Si elle était perçue avec nos yeux, son statut ontologique serait exactement égal à l'objet que nous avons devant nous. Mais pour ces maîtres-là, en tout cas dans la lecture, la première lecture que fait Dharmakirti par rapport à ces généralités, par rapport à ces universels, ils sont complètement factices d'un certain point de vue. Ils sont conceptuellement fabriqués, surajoutés, surimposés, complètement imputés. En effet, si la perception était conceptuelle, cela ouvrirait la porte à l'acceptation des universels réels, ce que disent les Nyaya. Pour fermer la porte à cela, Dharmakirti dit que la perception ne peut pas être conceptuelle. Et donc ça, c'est vraiment le point clé de la lecture épistémologique de Dharmakirti, c'est de dire la perception n'est pas conceptuelle. Donc ce que nous appréhendons par la perception directe, ça c'est réel, et ce que nous appréhendons par la conscience conceptuelle, c'est irréel. Ça a une existence, mais une existence un peu fantomatique, une existence irréelle. En disant cela, Dharmakirti et Dignaga se ferment d'autres portes épistémologiques et sont obligés de dire que tout ce qui est perception est non conceptuel. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Et à ce moment-là, lorsqu'on leur soumet des passages des Écritures comme ceux qui soutiennent qu'il y a deux sortes de perceptions, celle qui dépend de l'œil et celle qui dépend du mental, comme on vient de le voir, ils se trouvent dans une impasse. Ils affirment alors l'existence d'une perception mentale, une perception mentale directe qui suit un instant, un continuum de perception sensorielle. Donc c'est leur seule solution parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'il y aurait une conscience qui pourrait être conceptuelle et appréhender perceptuellement son objet. Ils ne pourraient pas l'accepter, ils ne pourraient pas dire qu'il y a une perception qui est conceptuelle. Ils sont obligés de dire que c'est une perception non conceptuelle. Et donc, comme c'est une perception qui dépend du mental, ça doit être une perception mentale directe. Ça ne peut pas être une réalisation directe qui pourrait être conceptuelle pour eux. Ce n'est pas possible.
Maintenant, qu'est-ce qu'une perception mentale? C'est probablement quelque chose de très caché. Un phénomène très caché, ça veut dire qu'un phénomène auquel on n'a pas accès ni grâce à la perception directe, ni grâce à l'inférence par le pouvoir des faits. C'est-à-dire que même par notre simple déduction logique, on n'y a pas accès en fait. On y a accès grâce à une inférence qui se fonde sur le pouvoir des Écritures, sur le pouvoir d'un témoignage considéré comme valide. Et donc là, dans ce cas-là, c'est très similaire à la foi. Ce n'est pas la même chose que la foi, mais il y a quand même une forme de conviction là-dedans. Euh, donc c'est ce qu'on voit ici. C'est probablement quelque chose de très caché et que l'on ne peut donc connaître par soi-même, ce qui évidemment paraît être quelque peu circulaire pour ne pas dire plus. C'est-à-dire qu'on semble tourner en rond. Ça veut dire qu'on serait en train de dire aux tenants non bouddhistes, non, il n'y a pas de phénomène généralement caractérisé qui existerait de manière réelle. Donc, ça veut dire que ces phénomènes généralement caractérisés sont nécessairement appréhendés au travers d'une conscience conceptuelle, en tout cas explicitement. Et donc, la perception, elle, est nécessairement non conceptuelle. Donc, tout ce que perçoit la perception est nécessairement réel. Et tout ce que perçoit la perception, ce sont nécessairement des phénomènes spécifiquement caractérisés. Et pas des phénomènes généralement caractérisés, qui, eux, sont irréels parce que appréhendés par des conceptions qui n'ont rien à voir avec les perceptions. Et donc à ce moment-là, quand on dit il y a un moment il y a des perceptions qui dépendent de l'œil, d'accord, il y a des perceptions qui dépendent du mental, à ce moment-là, la réponse, c'est de dire il y a un moment infinitésimal de perception mentale directe à l'issue d'une perception sensorielle. Mais comme c'est infinitésimal, personne ne s'en rend compte. Donc c'est pourquoi ça semble être circulaire, on ne peut pas le connaître par soi-même. Personne ne se rend compte d'un moment infinitésimal, ça passe trop vite. Donc c'est une condition inattentive. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour y avoir accès? On fait confiance au traité d'épistémologie. Mais ça semble un peu faible comme réponse. Donc c'est pourquoi ici, M. Dreyfus continue, il dit « Mais il faut bien comprendre pourquoi ils font cela. La raison est qu'ils veulent fermer la porte à la thèse Nyaya de la réalité des universels. Ce qui existe est le particulier, le phénomène spécifiquement caractérisé. C'est l'impermanent, ce qui change de moment en moment, ce qui est effectif ou est efficient, ce qui produit un effet. Les choses générales, les généralités, les phénomènes généralement caractérisés, dans ce cas-là, c'est la même chose, comme on l'a vu. Normalement, il y a une distinction, mais ici, dans ce contexte-là, ça va être similaire. Les choses générales, comme le concept de micro, cela existe, mais cela n'existe pas au même niveau que le réel, le particulier. C'est quelque chose qui est surimposé par la conscience conceptuelle. Chandrakirti, lui, n'a pas ce problème. Donc, comme on l'a vu, c'est le maître par excellence de la vue la plus aboutie dans le bouddhisme, la philosophie bouddhiste la plus avancée, le Prasangika Madhyamaka, le conséquentialiste de la voie médiane. Pour Chandrakirti, lui, il n'y a pas ce problème, parce que pour lui, ceci est également irréel. Quand on dit ceci, ce phénomène qui est là, en face de nous, impermanent, qui change d'instant en instant, etc., c'est aussi irréel. Ça veut dire que pour le Prasangika, rien n'existe de manière réelle, intrinsèque, inhérente, indépendante, absolue, etc. Il n'a donc pas de problème pour fermer la porte au Nyaya, parce qu'il est tellement loin d'eux qu'il n'a pas besoin de se préoccuper de leur fermer la porte. Pour lui, non seulement l'universel est irréel, mais ceci, cet objet qui est devant nous, est également irréel. Donc il n'y a pas le problème de dire que la perception doit être non conceptuelle. C'est pour ça qu'on verra par la suite, quand on étudiera les écoles philosophiques, que pour le Prasangika, une perception est libre de conceptualisation en effet, mais avec un sens différent de ce qu'on a vu ici, dans le sens où qui est libre d'être engendré sur la base d'un raisonnement. Ce n'est pas libre de conceptualisation dans le sens dénué totalement de concept. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc ici, en fait, on est en train de voir, grâce à ce passage clé, pourquoi, en fait, nous avons
cette perception mentale directe qui est mentionnée dans les traités d'épistémologie qui suivent l'école Sautrantika qui suit le raisonnement. Parce qu'en fait, c'est pour essayer d'avoir ces deux univers différents, la perception et la conception, qui ne peuvent pas être mêlés dans comment dire, un instant de conscience et soit une perception, soit une conception. Et donc, justement, parce qu'ils ont ce postulat ontologique des phénomènes réels et des phénomènes irréels. Les impermanents sont réels, les permanents sont irréels. Et même, on peut dire que les généralités, d'un certain point de vue même, sont irréelles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus, bien sûr. Il y a des livres entiers sur ces explications, mais là, c'est simplement pour essayer de vous présenter pourquoi il y a ce type de perception mentale directe. Et puis, on verra la prochaine fois les autocognitions. Merci beaucoup et à bientôt.